Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on s'intéresse au lieu de travail. Bah oui, ça c'est un sujet évidemment très concernant pour les salariés, des espaces de travail en pleine révolution avec notamment l'arrivée de ce flex office. Ça ne se passe pas forcément très bien quand on parle de ce mot, on en parle avec Delphine Minkela dans quelques instants. Un jeune, une solution chaque semaine, une entreprise engagée pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, la fondatrice de Jour de Printemps, elle embauche, elle sera notre invitée. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec le directeur général de Great Place to Work. Vous connaissez ce palmarès de Great Place to Work, qui est le leader de la qualité de vie au travail. Et puis on découvrira d'ailleurs à cette occasion le palmarès du Best Workplace for Women, décerné à des entreprises, PME, mais aussi grandes entreprises, qui laissent une place importante aux femmes dans l'entreprise, dans les organisations. On fera le point avec le patron de Great Place. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera de la microfinance et de l'ADI, une association qui donne sa chance à celles et à ceux qui veulent se lancer. L'ADI d'ailleurs ce week-end récompensait 6 entrepreneurs. On en parle à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job et bien dans son espace de travail. Ça, c'est un sujet important. La crise Covid a dérégulé, transformé nos espaces de travail. On va parler du flex office, mais pas seulement. Delphine Minkela, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure en théorie des organisations à l'EM Normandie. Oui. C'est une école très riche en chercheurs et en tous ceux qui turbulent sur ces questions. 2 livres, un qui va sortir en novembre prochain, Espace de travail, il sort chez Duno, on est en plein dans le sujet. Puis un livre un peu plus ancien qui est sorti lui en septembre 2020, Les entreprises à l'heure du flex office. Vous aviez d'ailleurs déjà un peu anticipé en septembre dernier le débat qui allait s'ouvrir. D'abord un tout petit mot de celle qui est une chercheuse, qui est professeure, mais qui observe aussi. Est-ce qu'on est entré dans une véritable révolution de notre manière de travailler ? Ah oui, tout à fait. Je crois qu'on peut dire ça. Alors évidemment, la crise du Covid a accéléré le télétravail, mais il y a une remise en question du paradigme en fait dois-je être sur un lieu de production pour pouvoir travailler. Et c'est le Covid qui a imposé cette. Tout à fait. Mais la réflexion sur le télétravail était déjà en marche avant le Covid, puisque nous observons de très très grands groupes qui ont développé le flex office, notamment autour de Paris, pour la France en tout cas, puisque faire des économies sur les postes de travail, ce n'est pas anodin, puisque les postes de travail représentent le 2e poste de dépense pour toutes les entreprises. C'est intéressant parce que vous mettez les pieds dans le plat dès le départ, parce que quand on a les chefs d'entreprise, ils disent le flex office, c'est pas du tout pour ça, c'est pour améliorer la fluidité des organisations. Vous parlez quand même de l'idée de faire des économies, c'est-à-dire de rationaliser les coûts. Oui, tout à fait. Et là, c'est factuel. Ce que je veux dire par là, c'est que le flex office, alors on va déjà poser une définition, ça me paraît important. Oui, c'est vrai. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent un flex office qui ne dit pas son nom. Je m'explique. Le principe de flex office, c'est de ne pas avoir un bureau à soi. Bureau flexible. Exactement. Donc, ça veut dire que lorsque vous venez dans votre lieu de travail, vous vous placez là où il y a une place disponible pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de flex office. Sur le plan sociologique, c'est toujours assez désagréable de devoir pousser un collègue, d'essayer de trouver une petite place pour pouvoir s'installer. C'est pas très pratique. Tout à fait. Et même en psychologie environnementale, on a démontré que le processus d'appropriation de son espace à soi est naturel. Dans ce sens où, pensez par exemple à ce que nous faisions quand nous étions au collège ou au lycée, n'est-ce pas ? On ne marquait pas pour autant notre nom sur notre table, mais nous prenions systématiquement la même place. Voilà, ce principe de territorialisation, c'est-à-dire de s'accaparer son espace, parce que c'est aussi un espace de vie, c'est quelque chose qui se retrouve fondamentalement dans tout type de métier. Delphine Minkela, concrètement, cette question du flex office, d'abord, est-ce que c'est le bon mot que d'utiliser flex office et est-ce que ce flex office a de l'avenir ? Parce que c'est toute la question qui est posée aujourd'hui aux DRH, qui doivent s'interroger à la manière dont ils réorganisent leurs espaces. Oui, alors est-ce que c'est le bon mot ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux
peux vous dire, c'est que il y a un organisme étatique qui a 915 agences partout sur le territoire national. Je ne peux pas dévoiler son nom, mais je l'ai observé pendant plusieurs mois et récolté beaucoup d'entretiens. Là, c'est la chercheuse oui, qui est allée sur place. Exactement. Donc là, on va parler de nomadisme, vous voyez. Sinon, on va vous parler... C'est un peu différent. Oui, tout à fait. Mais c'est toujours le même principe de venir sur son lieu de travail sans savoir à l'avance à quel endroit je vais pouvoir me poser avec son petit caisson, les petits dossiers qui restent papier, etc. Donc vous avez des entreprises qui vont utiliser le mot de nomadisme. D'autres vont parler de clean desk. Voilà, ouais, c'est le bureau, il n'y a rien dessus. Voilà, il y a plein de mugs, plein de café tout séché, voilà. C'est un bureau propre. Voilà, exactement. Ou presque. Voilà. Et d'autres vont parler de bureau dynamique. Voilà. Donc, et pourquoi? À mon sens, parce que, comme vous le disiez, le flex office a plutôt mauvaise presse. Ça fait plutôt peur. Donc, côté salarié d'ailleurs, hein, ces salariés qui ne sont pas favorables à l'idée de rentrer dans ce dispositif. Tout à fait. Mais pour que le flex office fonctionne et soit rentable comme solution pour les entreprises, il faut organiser donc une rotation du personnel sur site. Et donc un planning informatique. Voilà, exactement. Et donc ça suggère d'avoir quelques jours de télétravail par semaine. Vous voyez, donc j'ai 2 jours, mettons, de télétravail par semaine. Donc je vais venir sur mon lieu de travail uniquement 3 jours par semaine. Et par là même, il n'y a plus vraiment de justification pour avoir son bureau à soi. Dans votre logique, le flex office ne marche que s'il est associé avec des jours de télétravail. C'est-à-dire qu'on accepterait ce flex office que parce qu'on a aussi un cadre en télétravail. Oui, pour 2 raisons. D'une part, parce que l'entreprise a tout intérêt à aller dans ce sens, dans la mesure où elle va réduire par là même son nombre de mètres carrés qu'elle va gérer. Hein, c'est de l'entretien, ce sont des coûts importants. Oui, donc sûr. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que pour faire accepter l'idée de flex office, il faut aller dans le sens des intérêts pour les employés. Or, on le voit, le télétravail partiel est plébiscité. Il y a quand même un axe de développement dans l'entreprise aujourd'hui pour celles qui transforment ou qui construisent, parce que certaines construisaient. On a eu un invité dont les locaux étaient en construction pendant le Covid. Donc évidemment, il avait réfléchi un petit peu en amont et il a fallu transformer au fil de l'eau. Il y a les espaces partagés, c'est-à-dire qu'on quitte l'open space qui a vécu une quinzaine d'années, on va dire une vingtaine d'années, cette espèce d'idée qu'on était tous rassemblés dans du bruit, dans un partage, pour aller vers des espaces plus confinés, des espaces de calme, des espaces de réunion. Est-ce que c'est ça, je dirais, la photographie de la nouvelle entreprise? Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'activity-based working. Donc, l'activity-based working part du principe que nous ne pouvons pas rester 7 ou 8 heures de suite assis derrière un ordinateur. On le faisait 20 ans auparavant. Hein. Tout à fait. Enfin, ça posait de problème à personne. Oui, jusqu'à ce que des chercheurs, cette fois en médecine et en ergonomie, publient et démontrent scientifiquement que cela a un impact très négatif sur notre santé. Notre posture, évidemment. La circulation sanguine. La circulation, le cholestérol et le diabète. Et ça, c'est assez insoupçonné comme ça. Donc c'est la science qui a transformé, enfin qui a permis la transformation de nos espaces. Tout à fait. Espace de réunion partagé, c'est-à-dire qu'on dit aux salariés, l'entreprise n'est pas un lieu où on vous enferme dans des petites boîtes, mais c'est un lieu où vous allez venir partager. Puis le reste du temps, vous serez chez vous pour faire un télétravail plus approfondi, plus au calme. C'est ça l'idée. Oui, c'est exactement l'idée. Donc on assiste à un shift qui est très intéressant, c'est que l'entreprise cesse d'être un lieu de production, c'est-à-dire que je peux produire chez moi. D'ailleurs, je produis mieux chez moi. Voilà, exactement. Il faut le dire. Exactement. Je suis au calme. Voilà. Et c'est-à-dire que je décide quand on peut me déranger et je décide quand je dois me concentrer, vous voyez. Donc on contrôle son environnement. Donc ça a été démontré. Hein. J'accompagne à l'heure actuelle une entreprise dans sa réflexion. Donc j'ai eu des entretiens avec l'ensemble de ses salariés et tous, sauf une personne, se déclarait en auto-évaluation plus productive en étant chez elle qu'en étant sur son lieu de travail. Donc, en fait, l'entreprise cesse d'être le lieu de production pour être un lieu de sociabilisation, c'est-à-dire là où... de création. Voilà, et là où on va faire perdurer la culture d'entreprise, qui est essentielle. Donc ça veut dire que l'entreprise perd peu à peu son identité de production. Elle devient un lieu de partage, un lieu de sociabilité, parce qu'on a l'impression que l'entreprise se décale doucement vers presque un
espace comme ça de convivialité. Oui. Oui, oui, c'est exactement ça et c'est absolument nécessaire parce que ça permet de conserver le sens de l'engagement. Je ne travaille pas pour n'importe quelle entité, je ne travaille pas uniquement dans le sens où je vais faire quelques petites tâches comme ça qui n'ont pas de sens, non, je fais partie d'un groupe et ce groupe a une mission et des valeurs et donc j'adhère à cela. Or pour cela, il faut que je rencontre régulièrement néanmoins mes collègues. Il faut aussi que la culture, comme je vous disais, se maintienne en vie. Il faut aussi qu'on puisse intégrer les nouvelles recrues. Ça, on n'y pense jamais assez. L'onboarding, ça leur permettre de pouvoir... bon, ça a été compliqué pendant le Covid, on l'a vu avec des intégrations à distance, où parfois les salariés ne voyaient pas leurs collègues pendant presque 6 mois. Juste d'un mot, parce que peut-être que ça sort de votre champ de recherche, mais ça crée quand même une sacrée fracture spatio-temporelle pour les salariés, parce qu'il y a ceux qui sont postés, il y a ceux qui par obligation doivent aller ranger des colis, font des travaux manuels, et puis il y a ceux du tertiaire. C'est la photographie de votre livre de septembre, où ce sont des gens dans un bureau, bien habillés, qui font des activités du tertiaire. Ça crée quand même une sacrée cassure là. Tout à fait. Et on peut même aller plus loin et dire que les entreprises vont se saisir de cette question de la spatialité pour construire leur marque employeur. Je m'explique. Si vous regardez par exemple, il y a à peu près une petite semaine, Boursorama a déclaré dans Le Monde passer au total télétravail. 100%. Voilà, 100%. Donc il n'y a que 2 journées par mois qui sont dédiées à la vie collective. Donc, les salariés sont invités 2 jours par mois à regagner le site. Les frais d'hôtel, les frais d'hébergement sont couverts par l'entreprise. Donc là, il est question de faire du team building, il est question de partager les grandes orientations de l'entreprise. Et en fait, dans l'article qui est sorti dans Le Monde, donc, on a quelques verbatim comme ça de personnes qui ont choisi cette solution, à 97% des équipes tout de même. Une large majorité, ouais. Voilà. Écrasante majorité. Voilà. Et ces gens-là, automatiquement, ont cherché à vivre davantage en région, se rapprocher de la mer, etc. C'est-à-dire qu'ils disent littéralement qu'ils ont fait un tour de 300 km de leur lieu de travail pour vivre de façon plus confortable, en fait, plus au vert. Ça, c'est la qualité de vie au travail. Ça permet à des gens de pouvoir habiter là où ils ont eu envie. Ils rêvaient d'habiter, ils le font. Pour l'entreprise, pour boucler notre échange, là, il y a quand même il y a une arrière-pensée économique où Boursorama dit je ne touche pas à mes locaux, on garde intact nos locaux, parce que là, il n'y a plus nécessaire d'avoir des locaux aussi grands. Alors, les économies vont être réalisées, ça c'est certain. D'accord. C'est dit d'ailleurs. Assumé, donc. Voilà, c'est totalement assumé. Et comme je vous le disais, pour reboucler sur ce que je disais sur la culture d'entreprise, c'est qu'en fait, Boursorama disait, on a des problèmes pour recruter sur ces postes-là qui sont des postes pas obligatoirement très attractifs. Et en s'ouvrant au full télétravail, tout d'un coup, ça devient extrêmement attractif. Parce que voilà, les gens vont pouvoir choisir une qualité de vie qui va être supérieure. Donnant. Voilà. Boulot pas super passionnant, mais par contre, vous allez être bien et vous pourrez choisir votre... Exactement. Merci de nous avoir éclairé, Delphine Minckella. Je ne voudrais pas manquer de rappeler ce livre, Espace de travail. Alors, vous l'avez écrit avec Ingrid Napi, qui, elle, est déjà venue sur notre plateau, si je ne m'abuse. Ça sort chez Duno en novembre 2021. Il est sûrement déjà en prévente, comme tous les livres. En novembre, oui. En novembre, voilà, il sera en prévente. Et puis, le livre précédent, si vous voulez un tout petit peu en savoir plus sur les entreprises à l'heure du flex office, là, c'est beaucoup plus anglais. C'était sorti chez L'Harmattan, autre éditeur assez universitaire, d'ailleurs. Merci, Delphine Minckella, d'être venue nous rendre visite. Vous êtes professeur à l'EM Normandie. La suite, c'est Un jeune, une solution. Vous connaissez notre rendez-vous. Chaque semaine, une entreprise vient nous raconter son expérience, son engagement pour l'emploi des jeunes. C'est notre partenariat Un jeune, une solution. C'est tout de suite. Un jeune, une solution et une entreprise qui s'engage pour embaucher des jeunes. C'est très important, évidemment. C'est notre partenariat Un jeune, une solution. Nous sommes avec Blandine Payon. Bonjour Blandine. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Jour de Printemps. D'abord, quelques mots, parce que c'est la tradition dans cette rubrique, parce qu'on accueille des entreprises dont la marque est connue, puis certaines qui sont un peu moins connues. Quelle est votre activité ? Quel est votre business ? Alors nous, on est une PME que j'ai créée en 2008 en Auvergne-Rhône-Alpes et on est spécialisé dans le service aux entreprises et on propose des hôtesses d'accueil, des conciergeries d'entreprise et un service d'intendance.
Alors, très concrètement, vous avez décidé d'embaucher. Racontez-nous votre stratégie en matière d'emploi, de recrutement, parce qu'on parle beaucoup des pénuries, de la difficulté que les PME ont à recruter. On parlait un instant de la marque employeur, de la qualité de vie au travail. Racontez-moi votre stratégie en matière d'emploi. Moi, je crois que c'est assez sauvage. Hein. On a essayé toutes les stratégies possibles et on essaye encore toutes les stratégies possibles parce qu'il n'y en a pas une qui fonctionne à long terme. Nous, on a une spécificité, c'est qu'on recrute sur des emplois qui sont des emplois de contact, de communication, puisque des hôtesses d'accueil et des concierges d'entreprise, on n'a pas une qualification requise très importante. Donc, on est vraiment sur la posture, sur le savoir-être. Donc, on a été chercher des jeunes partout. On accueille chez nous même des jeunes à partir du stage de 3e pour leur faire découvrir nos métiers. Et aujourd'hui, on est sur tous les dispositifs disponibles en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y a le dispositif, évidemment, avec tous les sites, Pôle emploi, les job boards, et puis, évidemment, je le rappelle, Un jeune, une solution, qui met en relation l'offre et la demande. Vous avez été un champion de la croissance, hein, vous êtes modeste, Blandine, parce que vous avez cartonné en 2019, parce que vous avez fait plus 20. C'est un secteur, évidemment, qui est très demandé par les entreprises. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que ça peut ressembler aussi à des jobs d'étudiants ou d'étudiantes, les métiers que vous recherchez. Oui, ça peut être des jobs passerelles. D'ailleurs, on a beaucoup de jeunes qui, en attendant de trouver l'emploi qu'ils recherchent, font un petit passage chez nous. Je pense que c'est une très bonne école, d'ailleurs, parce qu'au moins, on a une vision aussi de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Nous, on a une spécificité, c'est que dès qu'on décroche un contrat, on embauche, en fait, puisque dès lors qu'une entreprise nous confie son accueil ou sa conciergerie, il faut qu'on embauche. On a souvent assez peu de temps, il faut qu'on embauche, il faut qu'on forme. Donc en fait, on a une espèce de vivier permanent où on recrute en permanence des jeunes qui ont envie soit de faire ce métier, parce qu'ils viennent spécifiquement chez nous pour faire un métier d'accueil ou de concierge d'entreprise, soit des jeunes qui sont en attente d'une autre solution. Alors, Blandine, quand même quelques mots, parce que c'est aussi important dans cette rubrique de pouvoir être extrêmement clair. Combien de recrutements vous envisagez? Combien de recrutements sont ouverts chez vous dans votre entreprise? En ce moment, je pense qu'on a une vingtaine de CDI en attente, enfin, pour lesquels on cherche. Hein. On a même lancé aujourd'hui une offre de cooptation auprès de nos 130 salariés en leur disant si vous nous amenez un ami ou une connaissance qui cherche, parce que là en ce moment on est carrément en pénurie de candidatures. Hein. Moi j'ai jamais vécu ça encore. Comment vous l'expliquez? Parce que c'est intéressant de le demander directement à ceux qui subissent cette pénurie. C'est quoi? C'est un problème de marque employeur? On parlait tout à l'heure de la qualité de vie au travail. C'est un problème de rémunération? Comment vous expliquez cette pénurie? C'est très compliqué de l'expliquer parce qu'on a toujours eu beaucoup d'annonces et souvent peu de réponses. Mais là, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a même pas de candidats qui se présentent sur nos offres. Et je ne sais pas si c'est l'effet post-Covid qui fait que les gens sont moins disposés à aller essayer un nouveau job, ou alors nous on n'a pas du tout de télétravail par exemple dans nos activités, puisque forcément les gens sont, enfin les collaborateurs sont dans les entreprises. Donc est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de télétravail? Au niveau de la rémunération, sincèrement, je suis pas sûre que ce soit le frein. C'est le goût au travail, j'ai l'impression qu'il y a un problème en ce moment. Ouais, c'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a une envie de la tentation de Venise, quoi, de ne pas reprendre le boulot, pour le dire un peu directement. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est très triste et nous, enfin, dans nos entreprises et nos PME, on souffre de ça parce que ça bloque notre croissance en fait. Si on ne peut pas embaucher, on ne peut pas se développer. Bien sûr. Juste Blandine Peillon, pour bien être clair, hein, les concierges, les factotums, les conciergeries d'entreprise, on est d'accord que ces salariés que vous embauchez vont ensuite vivre ou travailler au sein de l'entreprise. Ils sont intégrés finalement, ils sont prestataires mais dans l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est une relation tripartite. Enfin, nous, on vend une prestation de service dans laquelle il y a ce salarié. Et on fait tout l'encadrement, la formation, le suivi, le remplacement quand ils sont malades ou qu'ils souhaitent partir en vacances ou évoluer. Donc, effectivement, ils sont nos salariés, mais ils ne sont pas chez nous. Donc, ça veut dire que techniquement, vous avez des clients là aujourd'hui qui s'intéressent à votre entreprise, qui veulent utiliser votre service, avec lesquels vous ne pouvez pas signer parce que vous n'avez pas les salariés en face.
Absolument. Je suis avec des systèmes de volantes, ce qu'on appelle chez nous des volantes, c'est-à-dire que ce sont des salariés polyvalents qui font les remplacements en attendant de trouver le bon collaborateur. Mais c'est pas pérenne comme solution. C'est clairement pas pérenne, évidemment. Juste un petit mot avant de nous quitter. Pourquoi jour de printemps? Pourquoi ce si joli nom pour nommer votre entreprise? C'est gentil. Parce qu'en fait, on s'était dit que c'était avec nous 365 jours de printemps. C'est la fraîcheur, voilà, c'est la bonne humeur et c'est ensoleiller le quotidien des collaborateurs dans les entreprises grâce à nos équipes. Chaque jour est un jour de printemps, donc évidemment, selon votre définition. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, Blandine Payon, pour pouvoir attirer des talents, des collaborateurs. 20 CDI à pourvoir sur des postes d'accueil, de concierge d'entreprise, de factotum. D'ailleurs, un factotum, c'est quoi la différence pour nous éclairer? C'est un bricoleur, c'est quelqu'un qui sait à peu près tout faire, qui n'est pas un professionnel, mais qui sait tout réparer, les petits bricolages dans l'entreprise, pour que les collaborateurs soient à l'aise dans leur bureau. Donc c'est celui qui va circuler de bureau en bureau, d'espace en espace pour rebrancher, recabler, remettre une ampoule, gérer la cafette, c'est ça le factotum. Tout à fait. Donc là, c'est une sorte de couteau suisse du bricolage. Merci Blandine Payon d'être venue sur notre plateau en distanciel. Vous nous parliez de la région lyonnaise, dirigeante de Jours de Printemps avec 20 CDI à pourvoir dans cette entreprise. Merci à vous. On fait une courte pause. On va retrouver notre cercle, le cercle RH, sous forme de grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de Great Place to Work. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien prononcé. On parlera de la qualité de vie au travail. On va s'intéresser à ce classement aussi, le Best Workplace for Women, qui est une démarche justement qui contribue à accroître l'égalité homme-femme en entreprise et dans les postes à responsabilité. C'est tout de suite, juste après cette pause. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui pour parler de la qualité de vie au travail. Voilà, il y a un fil rouge aujourd'hui dans notre émission puisqu'on va parler de cette qualité de vie au travail. Jamais elle a occupé une place aussi importante en cette rentrée, après cette année et demie de crise Covid, un accélérateur de transformation. On en parle avec Julien Brézin. Bonjour Julien. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. On avait plusieurs reprises essayé de vous inviter, puis l'activité faisait que. Vous êtes avec nous pour un grand entretien. Directeur général de Great Place to Work. On va parler de la qualité de vie au travail. Puis on parlera évidemment dans une seconde partie avec Marie-Claire de ces entreprises lauréates, plébiscitées pour leurs actions en matière, pas seulement, mais d'égalité hommes-femmes et de place des femmes dans l'entreprise, au poste de manager, dans le rapport à la parentalité et à tous ces sujets dont on parle beaucoup sur ce plateau. D'abord, Great Place to Work, vous avez une vue très panoramique finalement, vous êtes sur un observatoire. Cette qualité de vie au travail, pourquoi elle a pris autant de place? Il y a 10 ans, ce sujet-là n'était pas le premier sujet mis en avant par les salariés. Alors, la méthodologie de Great Place to Work existait il y a 10 ans, elle existait même il y a 20 ans. L'année prochaine, on va fêter nos 20 ans en France. Donc on a une certaine, effectivement, antériorité sur cette thématique. La démarche de Great Place to Work, elle est construite sur un socle, qui est la confiance. Toute la logique de Great Place to Work est de penser que l'expérience d'un collaborateur et donc sa qualité de vie au travail dépend de la qualité de confiance dans laquelle il évolue. Et donc il faut diagnostiquer ce niveau de confiance. Et notre métier, c'est un petit peu le métier d'un laboratoire d'analyse médicale qui vient faire une prise de sang de l'organisation. Et là, ce n'est pas le taux d'oxygène qu'on vient analyser, c'est le taux de confiance. Avec un stéthoscope quand même qui vient aussi très très près voir les battements du cœur quand même, pour voir comment l'entreprise bat et le cœur des salariés bat. J'aime bien aussi cette expression, cette analogie-là, donc très bien aussi pour le cœur qui bat, le sang qui vient nourrir les muscles. Exactement, et qui donne justement de la force et de la performance à l'organisation. Cette qualité de vie au travail, on la rend quoi dans la grande boîte de la RSE? On la rentre dans la grande boîte de la RSE, parce que dans la grande boîte de la RSE, finalement, nous, notre perception chez Great Place to Work, c'est qu'on fait le S de la RSE. Et que ce S, il est toujours difficile. Social. Ouais. Le S, il est toujours difficile à KPIiser, excusez-moi pour le mot, mais à suivre en fait. À suivre dans son évolution année après année. La crise Covid, la qualité de vie au travail, on en parlait avant cette crise Covid. Ce sujet était sur la table dans les grandes entreprises. J'ai l'impression qu'il s'est totalement vulgarisé et qu'aujourd'hui, les salariés ont des revendications, des exigences
et que les entreprises, de fait, ont été, elles aussi, obligées de se mettre à la page. Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça marche, ou c'est les entreprises qui se sont dit on va vraiment s'intéresser à la QVT? Comme toujours, c'est les deux. Il y a des entreprises qui ont anticipé, qui ont été en avance sur ces démarches-là. Et puis, vous avez des entreprises qui suivent le flot ou sont contraintes de s'adapter. On le voyait avec votre intervenante juste à l'instant, qu'il y a des grands soucis de recrutement. La semaine dernière, les Échos a titré qu'il manquait dans la restauration 240 000 jobs. 240 000 jobs. Donc il y a vraiment un besoin pour tous les métiers de s'interroger sur les raisons qui font que les collaborateurs ou les collaboratrices ne viennent plus, ou ne viennent plus travailler, ou ne viennent plus rejoindre ce type de fonction. Alors Greatplace est connu pour son palmarès, des entreprises où il fait bon vivre, on est heureux d'y travailler. Et puis on va parler dans quelques instants de ce Best Workplaces for Women. Mais quand même, vous parliez de la restauration. Les entreprises qui sont dans votre palmarès sont des belles entreprises certaines industrielles, mais peu du tertiaire. Là, la restauration, on se dit, mais comment on améliore la qualité de vie au travail? Je veux dire, il faut porter le plateau, il faut travailler dans des horaires décalés, il faut accepter parfois le froid quand on est en terrasse. Enfin, comment on améliore ce secteur? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des salariés qui disent, moi j'y retourne plus, c'est trop dur ce métier. Alors, loin de moi l'idée de donner des leçons à quiconque, mais aujourd'hui, il y a un attendu hyper fort qu'on voit émerger de la part des collaborateurs et des collaboratrices, et des jeunes. C'est un attendu de flexibilité. Je pense qu'aujourd'hui, dans la restauration, on peut inverser le paradigme qui est de dire c'est des horaires subis, et de dire ce sont des horaires choisis. Et avec ça, peut-être que la proposition que chaque restaurant, entreprise de restauration est capable de faire serait une proposition positive et non plus une proposition subie. Ça demande aussi de se libérer et de s'organiser différemment. Nous, quand on le voit, par exemple, des entreprises de retail, on a plein d'entreprises de retail, c'est exactement la même chose. Si vous obligez les collaborateurs à déterminer, à suivre et à cadencer tel horaire, ou si vous les laissez s'organiser eux-mêmes pour choisir les horaires qu'ils ont envie de prendre, c'est pas du tout le même résultat. Et pourtant, à la fin, la boutique, elle est ouverte de 8h du matin à 21h le soir et la même chose le samedi, voire parfois le dimanche. Donc, il ne s'agit pas de transformer les jobs. Il s'agit aussi de transformer notre culture managériale. On continuera à servir des cafés, mais le salarié aura l'impression qu'il a choisi son horaire. Exactement. Et il n'aura pas l'impression. Il l'a choisi. Il l'a choisi. Et ça change tout. Mais reconnaissons quand même que s'il n'y avait pas eu cette crise Covid, on ne serait pas à s'exprimer comme ça en ce moment, pour cette rentrée, en disant que la qualité de vie est essentielle et que les entreprises s'organisent. S'il n'y avait pas eu le Covid... je crois qu'on y serait... lentement. Je pense on irait beaucoup plus lentement que la vitesse à laquelle on va aujourd'hui. Il y a eu un saut très fort, un saut dans le futur, je ne sais pas si c'est un futur, mais en tous les cas, un saut en avant très fort. Parlons de la labellisation, parce que Greatplace, c'est une labellisation. Quelle est votre méthodologie? Comment ça marche? Alors, la méthodologie de Great Place to Work, comme je le disais, elle repose sur la confiance. Cette confiance, on vient la diagnostiquer avec 2 outils en parallèle. L'interrogation de 100% des collaborateurs et collaboratrices qui font une organisation. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, on veut interroger 100%. Donc là, on va recueillir la perception des collaborateurs et des collaboratrices. De l'autre côté... Là, c'est la prise de sang salarié. C'est la prise de sang salarial. De l'autre côté, on va demander à l'entreprise de nous déclarer, sous forme d'un dossier, qui est souvent un peu lourd pour eux à remplir, où elle déclare l'ensemble des pratiques managériales, sources de confiance qu'elle met en œuvre. Et quelque part, vous avez ce que les collaborateurs ressentent et ce que l'entreprise essaye de faire. La combinaison des deux fait qu'on peut être certifié ou pas, en fonction de ses résultats. Donc Greatplace le met dans sa grosse machine, touille, et se dit, là, cette entreprise, on ne peut pas la certifier pour l'instant parce que l'écart est trop grand entre la perception et ce que pense faire l'entreprise. Là le facteur clé, c'est le niveau de perception qui est obtenu par les collaborateurs. En France, en moyenne, c'est 50% des collaborateurs qui pensent être dans une entreprise bien. Pour être une Great Place to Work et être certifié, il faut avoir 65%. Donc c'est vraiment nettement au-dessus. Et les meilleurs des certifiés apparaissent dans le palmarès qu'on publie chaque année avec le Figaro. Ça, c'est intéressant. Et pour tordre le cou à toute polémique ou à toute idée de polémique sur cette labellisation, j'ai bien lu, et vous me le confirmez, qu'on peut avoir été labellisé en 2019 et perdre son label en 2020. Ça veut dire que ce n'est pas gravé dans le marbre toute une vie. C'est pas gravé dans le marbre et nos bureaux à la revoyure. Ouais, exactement. Et nous, les entreprises qui sont les plus... Il y a cette dimension de labellisation, et puis il y a cette dimension d'amélioration continue aussi. Parce que vous les accompagnez. Bien sûr, et on les accompagne, et puis surtout, elles ont la lecture de leurs résultats, au niveau de granularité qui est important pour elles,
pour mettre en place des actions qui soient perçues par les collaborateurs. Donc quand sort du gros ordinateur de Great Place to Work le bilan et que l'entreprise ne va pas être labellisée, il y a donc une rencontre avec l'entreprise à qui vous dites il vous reste ça de chemin à parcourir sur tous ces sujets. Exactement, travailler sur la partie managériale, sur la communication, sur la culture du feedback, quel que soit le thème. Et là, on laisse les entreprises aussi le faire avec les partenaires qu'elles souhaitent. Elles ne sont pas du tout ligotées avec Great Place to Work. Bien au contraire, elles le font avec qui elles le souhaitent pour progresser. Et nous, on revient un an après pour refaire notre prise de sang. Et c'est ça notre job. Nous, on est vraiment un diagnostiqueur. Et donc, et vous créez aussi une forme de tableau de bord qui permet de pouvoir évaluer les évolutions de l'entreprise dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Ce que je vous disais sur KPI, donc le Key Performance Indicator du S de la RSE, c'est ce tableau de bord. Pas si simple, hein. Loin d'être simple. Oui, parce que la méthodologie doit être très fine. Alors après, moi, j'ouvre la méthodologie à tous ceux et à celles qui veulent la comprendre. Elle est extrêmement simple. Elle a été étudiée par les plus grandes universités à la fois françaises et américaines. C'est hyper important. Il y a 60 articles scientifiques qui ont été publiés sur la méthodologie de Great Place to Work. 60 articles scientifiques, dont 11, pour ceux que ça intéresse vraiment, de publiés dans des revues de rang 1, qui sont le top des revues internationales. Ça vient nous donner une forme de crédibilité et de légitimité scientifique qui est réelle. Et d'ailleurs, on a un thésard qui vient de soutenir sa thèse sur les données de Great Place to Work cette année, le 12 juillet, pour travailler là-dessus. Julien Brézin, je reviens à mon histoire de restaurateur. Vous allez voir, ma question est liée à cet environnement de travail dont on dit qu'il est difficile et dont vous dites d'ailleurs qu'il faut inverser finalement le paradigme et ne plus faire subir des horaires imposés par l'artisan derrière son bar, mais proposer aux salariés de pouvoir l'aménager. Concrètement, imposé par le siège, qui est à 800 km parfois. Ou imposé par un très grand groupe de restauration, parce que c'est un secteur extrêmement concurrentiel et concentré. Concrètement, la qualité de vie au travail, on peut la faire redescendre jusqu'au PME, parce qu'on le voit dans les grands groupes. On voit que des grands groupes d'assurance, j'ai vu qu'il y avait Direct Énergie, Direct Assurance, des grosses entreprises d'assurance sont très engagées. Mais est-ce qu'on peut arriver à avoir ce débat dans des petites PME, dans des petites boîtes où, vous savez, le patron vous dit, mais attends, moi je peux pas, je fais tout, je gère l'atelier, je conduis le camion, enfin, voilà, dans les PME. Le premier facteur qui vient impacter l'expérience collaborateur, c'est le management et la culture managériale de l'entreprise. Ou le patron directement. Et donc le patron, qu'il ait 3 personnes, 9 personnes, 40 personnes, il a un impact colossal. Et c'est très simple. Aujourd'hui, pourquoi les gens quittent leur entreprise massivement? C'est souvent parce qu'ils en ont assez de la relation managériale. Donc il faut travailler cette relation managériale. Ils aiment leur boulot, mais c'est le manager. C'est souvent ça. Enfin, je pense que c'est ce qu'on vous dit de manière très régulière. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on voit de manière très régulière. Donc il faut accompagner la montée en compétences managériales de tous et toutes. Et donc ça s'adresse aux très grosses boîtes et aux plus petites entreprises, aux startups qui viennent de se créer et qui sont en pleine phase de croissance. Et qui ne sont pas toujours les meilleurs élèves sur ces sujets-là quand même. Et qui sont comme tout le monde, qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de progresser. Finalement, nous, ce qu'on propose juste, c'est une grille de lecture pour une amélioration continue. Le lien, parce que c'est important, les chefs d'entreprise doivent vous dire, mais tout ça c'est très sympathique, votre qualité de vie au travail, votre label, nous on l'aime beaucoup, mais démontrez-nous qu'il y a un lien avec la performance. Parce que très souvent, c'est un sujet qu'on vous pose. Alors là, nous, on a on appelle ça des business cases, excusez-moi pour l'anglicisme, qui viennent faire la preuve de la performance, du lien entre performance sociale et performance économique. C'est une question importante. Hyper simple en retail à mesurer. Par exemple, dans les réseaux de boutiques, on a des analyses qui sont faites avec des partenaires qui mettent en corrélation, en lien, la performance ressentie par les collaborateurs à la performance ressentie par les clients. Or, on sait tous qu'un client qui est content, il reviendra dans la boutique. Parce qu'il était bien accueilli. Parce qu'il a été bien accueilli. Parce que le collaborateur est bien dans ses chaussures. Exactement, c'est aussi basique que ça. Et après, on a plein de cas beaucoup plus financiers qui viennent prouver, et notre Thibault, notre thésard qui vient de soutenir sa thèse, donc c'est pas une thèse de CM2, c'est une thèse académique qu'il a faite, lui l'auteur donc. Et l'auteur, et donc a prouvé cette performance-là, et de tête, elle est de 6 points financièrement, elle est de 6 points supérieure à l'ensemble des entreprises. Donc être une Great Place to Work, mais c'est surtout s'engager dans cette démarche d'amélioration continue de la culture managériale est un facteur d'efficacité économique. Donc doucement, le sujet que vous portez depuis maintenant près de 20 ans chez Great Place, je précise qu'auparavant vous étiez chez L'Oréal, vous avez changé d'univers en quelque sorte, infuse doucement l'esprit des dirigeants,
des CEO, vous avez le sentiment qu'il y a une transformation des mentalités ? Clairement, alors peut-être c'est notre rôle missionnaire aussi, mais en tous les cas, moi j'en suis absolument convaincu. Vous le sentez ? Moi, clairement. Et encore une fois, on en parlait à l'instant, le Covid est venu accélérer cette sensation-là, accélérer la volonté des dirigeants de s'emparer de cette thématique. On va parler du Best Workplaces for Women, donc c'était jeudi dernier à l'UNESCO, avec une liste de 25 entreprises qui ont été lauréates. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de classification, vous me le disiez, par taille, comme vous le faites sur le classement connu de Great Place. Là, toutes les entreprises étaient réunies, qu'elles soient grosses, petites ou moyennes. Juste un petit mot sur l'inclusion, parce que je sais que c'est un sujet chez Great Place où là aussi, on n'est pas tout à fait dans la qualité de vie au travail, encore que vous êtes dans l'inclusion, c'est-à-dire l'idée que l'entreprise s'ouvre à une diversité la plus large possible, et notamment au handicap. C'est un sujet très important. Et parce que la diversité, il y a le côté effectivement superbe de la diversité, puis il y a le côté efficacité. Il ne faut pas scinder l'un et l'autre. On peut faire les choses bien et des choses bonnes aussi et efficaces pour l'entreprise. Donc ça, c'est un discours que vous portez aussi quand vous avez... Révéler les talents de chaque collaborateur, c'est au cœur du modèle de Great Place to Work, qui va se nourrir l'innovation et qui va nourrir les résultats financiers. Mais pour cela, il est hyper important que le collaborateur soit en confiance. Pour révéler son propre talent, il faut être en confiance. Bien sûr. La nécessité d'être sur cette thématique de confiance. Avant de basculer sur les femmes qui prennent une place importante dans les entreprises qui ont été choisies, lauréates, avec Marie-Claire, c'est la Fondation Marie-Claire, c'est le think tank Agir pour l'égalité, voilà, porté par Marie-Claire. Porté par Marie-Claire. Un mot sur les marchés, parce qu'on parle beaucoup d'hommes, d'humains. Je sais que la RSE aujourd'hui est très observée par les marchés. Une entreprise qui a de bonnes notes et qui est peut-être Great Place sera peut-être mieux notée sur les marchés. Est-ce que ça a une incidence aujourd'hui ? Est-ce que les marchés ils sont sensibles ? Nous, on travaille de plus en plus avec des fonds d'investissement, donc autant vous dire qu'ils y sont sensibles. Donc ils regardent et ils voient si cette entreprise respecte un certain nombre de règles. Exactement. On a monté, nous, un partenariat avec un fonds d'investissement qui s'appelle Equio Capital, pour lequel on a travaillé sur 100% de leur participation, parce que dans leur engagement RSE, chez les fonds d'investissement, on parle de ESG, c'est la même chose. C'est l'ESG, ils ont leur charte. Ils ont ils ont mis en avant le S à travers la méthodologie de Great Place to Work. Oui, d'ailleurs, il faudra peut-être un jour rassembler RSE, ESG, parce que c'est vrai qu'on y comprend ESG côté finance, et puis... c'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais on ne le dit pas. Venons sur ce palmarès. D'abord, pourquoi cet engagement aux côtés du think tank égalité porté par Marie-Claire ? Parce que ça rentre tout à fait dans votre philosophie. C'est-à-dire qu'on voit là quand même dans la méthodo la même chose, quoi. Exactement. Il y a 3 ans, on a eu la chance de rencontrer Gwenelle Thibault et Valérie Offenberg qui portent à la fois Marie-Claire et le think tank Agir pour l'égalité Marie-Claire. Et avec elle, on a eu cette idée de commencer à travailler et de mettre en avant les entreprises qui sont à la pointe sur cette thématique. Il a fallu construire une méthodologie, je vais vous détailler un peu la méthodologie, c'est intéressant, la méthode. pour mettre en avant les entreprises qui se bougent. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a 70% des gens, dans l'étude qu'on a faite début de l'année, qui pensent que les femmes, aujourd'hui, sont encore moins bien payées que les hommes. C'est quoi ? Votre chiffre, c'est 15 ? On a eu une invitée qui nous disait que c'était 15 tout confondu, on est à 8, encore d'écart de salaire. On est plus ? On est malheureusement souvent à 15, et il semblerait, les derniers chiffres qu'on a eus, qui ont été partagés lors du think tank, sembleraient prouver que la situation du Covid est encore... Clairement, à creuser les écarts. À creuser cet écart. Absolument. Or, aujourd'hui, le gouvernement... Un rapport de l'APEC qu'on a reçu la semaine dernière. Or, aujourd'hui, le gouvernement a essayé de faire le maximum avec son index d'équité femmes-hommes, qui est très bien. Nous, notre métier, c'est la perception. Et on s'est dit, on est hyper complémentaires, parce que d'un côté, vous avez le fond, la rémunération, l'évolution. Nous, la perception. C'est la moindre des choses d'être payé la même chose. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, il faudrait déjà, c'est pour ça qu'on est hyper complémentaires. Mais idéalement, ça serait juste la moindre des choses. Salaire égal, diplôme égal. Oui. Salaire égal, ça paraît évident pour le même job, mais surtout, derrière, de travailler après la perception, ce qui va prendre là encore plus de temps. Donc on s'est dit qu'il était urgent de travailler là-dessus. Alors votre méthodo, c'est vrai que vous êtes habitué à fabriquer ces méthodologies, mais là vous avez rajouté des questions, si j'ai bien compris. Vous avez rajouté des éléments. Oui, on a 4 thèmes, 4 filtres pour être une Great Place to Work for Women. Première, il faut être une Great Place to Work. D'accord, il faut faire appartenir déjà à ce cercle. Donc déjà, c'est pas facile. Deuxième, on a un indicateur de représentativité. Il faut avoir 33% de femmes, 33% de femmes managers. Managers, oui. Alors là, déjà, vous commencez malheureusement à en faire... On resserre le spectre. En faire tomber un peu. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait d'écart de perception entre les hommes et les femmes. Donc on a ce qu'on a inventé, ce qui s'appelle le Parity Index, et on voit le niveau d'analyse de résultats que les femmes obtiennent, et on regarde celui des hommes et on regarde l'écart. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart. Et quatrième élément qui est hyper important, il faut que les entreprises soient engagées.
qu'elles se bougent. Il faut que les entreprises elles soient en mouvement sur cette Donc thématique. des actions concrètes et mises des en place. actions concrètes. Alors, il y a le débat sur la parentalité, il y a des semaines de congés supplémentaires, il y a tous ces sujets-là que vous prenez en compte dans l'engagement des entreprises. Exactement. En fait, il y a 4 grands champs d'action pour les entreprises. Il y a certaines grandes entreprises, notamment, qui travaillent leur gouvernance. Donc, ont mis en place un comité parité qui rencontre, en gros, au conseil d'administration. Vous avez des entreprises qui travaillent sur la partie recrutement, talent acquisition en anglais. Donc là, c'est de la formation contre les biais pour les collaborateurs qui recrutent. Il y a une entreprise que vous citez, que vous allez me retrouver, qui prend plus de temps d'ailleurs dans ses recrutements pour trouver former la aux perle biais. rare féminine dans des secteurs tendus. Exactement. Donc il y a la partie recrutement, il y a la partie talent management, donc la gestion des collaborateurs tout au long, et après de leur vie. Et puis après, il y a la dernière partie, qui est aussi une partie importante, qui est l'engagement de l'entreprise à l'externe. Je vais vous donner un exemple très simple dans la tech. Les entreprises qui sont dans la tech aujourd'hui font face à des difficultés de recruter de femmes. Oui. Et Et elles recruter disent, tout court d'ailleurs. recrutement tout court. Tout court, et de recrutement femmes en particulier. Ouais, c'est ça. Et certaines se disent, c'est pas de ma faute, c'est parce que les écoles n'ont pas Oui, assez de c'est femmes. ce qu'on entend, ce qu'on On entend, ce qu'on il y en a nous dit. d'autres qui disent la même chose et qui se bougent et qui vont voir des enfants ou des jeunes filles de seconde et qui vont leur dire tu sais, le code, c'est pour toi aussi. Et Tu as droit, ouais. Tu as droit. Et là, tu es intelligente, il y a un job pour toi. Donc il faut lever les freins et les freins que chaque femme peut avoir dans ce type de job. On en a parlé d'ailleurs avec l'auteur de cette loi, Marie-Jo Zimmermann, qui était venue nous parler Tout à fait. de la présence des femmes dans les conseils d'administration. Mais là, l'autre enjeu maintenant, au-delà des conseils d'administration, c'est l'enjeu des COMEX. C'est l'enjeu de toute la hiérarchie. De toute la Jusqu'au structure. manager. Parce qu'en fait, ça ne bougera que parce qu'à tous les échelons d'entreprise, on a des femmes. Exactement. Alors c'est hyper bien, la loi Copé-Zimmermann, elle a fait beaucoup de bien. Ça a amélioré, on a Elle plus de beaucoup 45%. amélioré. Elle a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est la création de quotas, enfin, si je peux me permettre. On ne dit pas trop, mais c'est un pas vilain comme mot, ça que ça mais fonctionne. ouais. Il faut continuer à amplifier, et c'est la mission du think tank que de contribuer à ce que les entreprises, que l'ensemble des organisations, l'ensemble de la société prennent en charge ce problème majeur. Mais est-ce qu'il y a, au-delà des lauréats qui sont Great Place et qui viennent en plus d'avoir cette espèce de label supplémentaire dans l'égalité homme-femme, qui sont des entreprises un peu particulières, est-ce qu'il y a quand même toujours en France, dans finalement notre système entrepreneurial, une forme de patriarcat ? Une sorte de domination masculine, pour reprendre le terme de Bourdieu. J'espère que non. Ce que je vois parfois peut m'inciter à penser que ça existe encore. Je pense que ça évolue. Honnêtement, moi, alors peut-être que je suis un éternel optimiste, mais je pense que ça évolue positivement. Je crois fondamentalement qu'il y a plus d'entrepreneurs femmes aujourd'hui. Moi, j'en rencontre des dizaines qui sont formidables et qui se bougent de manière extraordinaire. Sur cette question égalité homme-femme, qu'est-ce qu'on doit faire de plus ? Parce que vous accompagnez les entreprises. Alors là, celles-ci ont été sélectionnées, choisies. Ils ont reçu un prix, elles ont pu s'exprimer, j'imagine, quand elles ont reçu ce prix, ces entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces entreprises, là, quand elles étaient sur la scène de l'UNESCO ? Qu'elles étaient fières, mais qu'elles n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin. Et elles nous posent toute la question, pourquoi la liste est si courte ? Parce que c'est 25, hein. Voilà. Et nous, on aimerait bien en sélectionner plus. Et vous n'avez pas trouvé... Vous savez, dès que vous mettez 33... C'est le 33 qui bloque. Le 33, il est terrible. Le 33 et... % de managers femmes. Et, et les actions. C'est-à-dire, il ne faut pas que les managers dans les organisations se disent « Non, mais chez moi, c'est propre. Chez moi, il n'y a pas de problème. En fait, à chaque fois, ça nécessite... Tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Non, à chaque fois, ça nécessite des vraies actions. D'ailleurs, et de l'engagement. Pour boucler notre échange riche et passionnant, ça fait écho au débat de la qualité de vie au travail. Beaucoup de femmes vivent douloureusement leurs expériences professionnelles parce que horaires compliqués, réunions tardives, tout ça contribue aussi au fait que, parfois les femmes quittent plus tôt pour aller chercher leur enfant à la crèche ou chez la nounou. Et donc les managers doivent être alertés là-dessus, sortir de leur petit biais personnel et comprendre ça. Manager homme et manager femme, les deux sont responsables là-dedans. On comprend mieux les choses quand on est une manager femme ou pas ? Ou est-ce que quand on devient manager, qu'on soit femme ou homme, on a des obligations économiques et des impératifs ? J'en sais rien en termes de généralisation, Vous mais n'avez pas encore, aujourd'hui... Vous n'avez pas un thésard qui bosse là-dessus ? Non, pas encore, on pourrait lui demander, mais non, plus sérieusement, je pense que ce qui est très important, c'est vraiment cette conviction, et je pense que c'est ça qui est super et qui est porté par Think Tank, Agir pour l'égalité Marie-Claire, c'est vraiment cette capacité à se mettre en mouvement et à avancer.
Prochain cru Great Place to Work, le classique, c'est quand là? Avril 2022. Donc là, vous êtes en train de quoi? D'examiner On examine, on travaille, on est dans la mine. Vous êtes dans la mine et vous examinez l'entreprise, les salariés, leurs réactions, vous croisez? Exactement, et à la fin de l'année, on pourra avoir cette liste. Et après, il nous faut un tout petit peu de temps pour la diffuser. Et la diffuser, combien de noms sortent chaque année de cette... Une petite centaine. De ce cercle assez fermé d'entreprises. Toute taille confondue, il faut le préciser. Taille confondue. C'est pas réservé aux entreprises du CAC 40. Ça commence à partir de 20 collaborateurs. 20, c'est ça. À partir de 20, 50, puis ça va jusqu'à... En fait, dès que vous avez un management intermédiaire qui commence à apparaître dans les structures, ça commence à devenir nécessaire parce que le dirigeant ou la dirigeante perd le fil de ce qui se passe. J'avais 2 chiffres qui étaient intéressants parce que c'est tiré de ce think tank. 79% des Français estiment que l'entreprise est un environnement propice à la réussite professionnelle des femmes. Bon, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. 79, c'est bien, on n'est pas à 100%. On est d'accord, mais c'est quand même un bon chiffre. Mais ça progresse. Ça progresse. Si vous regardez le slide jusqu'au bout, ça progresse. C'était plus faible avant. Exactement. Et 76% des Français estiment que les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'accéder à des postes de direction. C'est bien de le dire, mais il faut le faire. Exactement. Hein, on est d'accord? Il faut que les entreprises continuent à se bouger. Voilà, ça mais félicitons toutes celles qui le font déjà. Voilà. Même celles qui sont dans notre liste. Évidemment, il y en a d'autres qui ne le sont pas. 25 lauréats. Ce qui est super important, c'est de les mettre en avant. On les découvre, pour ceux qui s'intéressent au sujet, on les découvre d'abord sur cette petite animation du think tank Marie-Claire, et puis j'imagine qu'on peut les voir sur votre site et sur le site du think tank pour l'égalité porté par Marie-Claire, on est d'accord? Exactement, et merci de les mettre en avant. Eh ben, c'était un plaisir de vous accueillir, Julien Brézin. Je vous donne rendez-vous en avril 2022, quand toute la communication sera faite, et viendra nous parler de toutes ces entreprises que vous avez sélectionnées. Passez au tamis de votre méthodologie. Directeur général de Great Place to Work France. C'est un plaisir de vous accueillir et de vous laisser ce temps de parole et de développement. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser à la microfinance. Ça, c'est un sujet important parce que c'est un coup de pouce pour des jeunes créateurs, de ceux qui veulent démarrer dans la vie et créer leur boîte. La microfinance est là et on en parle. C'est tout de suite. On parle de la microfinance. C'est un sujet important, la microfinance, avec Grégoire Eholm. Je l'ai bien dit ? Tout à fait. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général de l'ADI Île-de-France et Centre Val-de-Loire. Dites donc, vous devez passer beaucoup de temps en voiture. Beaucoup de temps en train, oui, beaucoup de temps de déplacement. C'est 2 territoires très différents. L'Île-de-France très dense et le Centre Val-de-Loire avec des caractéristiques très différentes. Voilà, du rural et de l'urbain, avec des petits îlots ruraux et quelques grands axes urbains. Ouais. D'abord, un mot avant de parler de l'ADI en particulier, de ce que vous faites. Vous avez vous aussi d'ailleurs récompensé 6 lauréats là. Racontez-moi, parce qu'on parle d'événements, on a vu Great Place to Work qui remet là aussi ses prix à ces entreprises vertueuses en matière d'égalité homme-femme. Vous avez récompensé qui, vous, ce week-end ? Alors, chaque année, on organise un concours qui s'appelle Créadi et qui vise à valoriser, à récompenser des entrepreneurs qui ont des parcours assez remarquables et qui ont été soutenus par l'ADI. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on organise ça chaque année, avec différentes catégories, des catégories sur le parcours de vie, des catégories sur les jeunes, et ça va nous intéresser dans ce qu'on discute aujourd'hui. Voilà, donc c'est un chouette événement, une belle occasion de valoriser ceux qui entreprennent. Alors, un petit mot sur l'ADI, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est un réseau maillé sur toute la France. On a bien compris que vous aviez une région et que chacun et d'autres collègues à vous avaient d'autres parties. Qu'est-ce que fait l'ADI concrètement ? Dites-nous. Alors, l'ADI a été créé il y a 30 années avec une conviction très très forte. C'est la conviction que tous ceux qui le souhaitent peuvent devenir entrepreneurs s'ils le souhaitent. Peu importe qu'ils aient un niveau d'études élevé, peu importe qu'ils aient des richesses personnelles à porter dans leur projet. Devient entrepreneur. C'est ça. Et tout le monde peut le faire, à condition d'avoir accès aux services d'accompagnement adaptés, professionnels bien sûr, personnalisés à la situation de chacun, et aussi au financement nécessaire pour démarrer. C'est souvent ça qui manque pour pouvoir se lancer. Ils viennent vous voir, vous allez les voir. Comment se fait cette rencontre ? Les deux ont passé énormément de temps à nous essayer d'aller au-devant du public, faire connaître l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion, puisqu'il s'agit avant tout, en créant son entreprise, de créer son propre emploi pour ce public auquel on s'adresse. On s'adresse à des gens qui ont besoin d'un financement pour pouvoir se lancer, mais qui ne peuvent pas l'obtenir auprès d'une banque. Financement moyen de combien pour ceux que vous aidez ?
Financement moyen de 4 000 euros environ. Le maximum sur lequel on puisse aller, c'est 10 000 euros en métropole et 15 000 euros en outre-mer. Ça, c'est quand on a besoin d'acheter une camionnette, quand on a besoin d'outils, du stock, se faire un site internet, de la trésorerie de temps en temps pour payer les premiers mois de loyer de son activité. Donc ça veut dire que ça peut servir à toutes les fins de vous financement. les rencontrez, ils vous rencontrent. J'imagine que vous travaillez sur des dossiers. Je pense qu'il faut quand même bâtir un dossier, parce que tout passe par le papier. On travaille sur des personnes, sur des gens avant tout. Alors évidemment, ça s'écrit sur un dossier, ça se rentre dans nos ordinateurs, dans nos informations. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la relation qu'on va créer, qu'on va établir avec la personne. Vous y croyez et elle est motivée. C'est une relation de confiance qu'il faut établir. Il faut qu'on soit sûr que la personne est en effet motivée et prête à s'engager vraiment dans son projet, que la personne va être en capacité de mener son projet, que le projet tient la route et que la personne ait une capacité d'emprunter auprès de nous, qui ne la mettent pas en difficulté, évidemment. On cherche à aider les gens à s'insérer en créant leur entreprise, et donc il ne s'agit pas de les mettre en difficulté. Il y a donc la notion de microfinance, mais on entend aussi dans votre discours qu'il y a quand même l'idée d'un accompagnement technique, parce que c'est bien beau d'avoir ces 5 000 euros, mais ensuite il faut pouvoir faire un peu de gestion, pouvoir organiser son stock. Ouais. Là aussi, vous êtes dans l'accompagnement. Oui, et c'est extrêmement important. Alors là aussi, quand les gens se sont lancés ou quand ils démarrent leur activité, mais aussi avant ça, on a plusieurs services qu'on met à disposition gratuitement, des personnes qui nous sollicitent. Et notamment des services qui permettent de monter son projet, d'affiner son projet. On a un par exemple qui s'appelle « Je construis mon entreprise » qui est accessible sur notre site internet adi.org gratuitement, où à son rythme, étape par étape, on peut construire son business plan, à la fois travailler la partie commerciale, la partie financière. On propose aussi des formations qui s'appellent « Je deviens entrepreneur », qui sont accessibles dans beaucoup de nos sites, où pendant 2 semaines, on accompagne une promo de 7-8 personnes pour là aussi les aider à construire leur business plan. Donc ça c'est pour le montage du projet, mais ensuite évidemment une fois que les personnes créent et obtiennent un financement pour pouvoir se lancer, il ne s'agit pas de les laisser dans la nature sans soutien. Parce que souvent on sait que l'entreprise meurt très vite dans l'année, faute de soutien, d'accompagnement, même de clients parfois. Voilà. 2 sujets importants, il y a quand même l'étude KPMG que je trouve assez intéressante, qui est une manière un peu de valoriser le travail que vous avez fait, parce que l'étude est passionnante. Qu'est-ce qu'il en sort de cette étude KPMG sur l'utilité de l'ADI, parce que c'était ça la question posée. Il y a 2 éléments dans cette étude. Il y a l'étude KPMG qui dit tout à fait utile. Évidemment, et le chiffre qui le montre le plus, c'est une utilité économique. 1 euro qui est investi dans l'ADI pour permettre notre travail d'accompagnement et de financement, ça génère 2,58 euros pour la société, qui sont générés soit à travers des taxes, des impôts que les entreprises qui se créent vont payer, mais aussi à travers des économies que la société va faire, des économies sur l'enveloppe du RSA, par exemple, pour ceux qui étaient au RSA au moment de leur projet et qui en sortent grâce à leur entreprise, des économies pour les demandeurs d'emploi qui ne sont plus au chômage, etc. Deuxième axe de l'étude KPMG. Deuxième axe de l'étude, qui a été la menée avec Audirep, en complément de celle de KPMG, c'est pour mesurer l'impact de notre action. Évidemment, c'est très important. Nous, on cherche à aider un maximum de personnes à pouvoir se lancer et créer leur entreprise. La difficulté, c'est de toucher les gens. Le plus on le fait, le plus on s'accomplit dans notre mission fondamentale, évidemment. Mais il ne s'agit pas juste de le faire en quantité, il faut aussi le faire de manière efficace et bien. Et donc, tous les 3 ans, on réalise une étude d'impact qui permet de voir un petit peu ce que sont devenues ces personnes qu'on a aidées. Et alors, les derniers chiffres sont très satisfaisants. Ça tient. 87% des entreprises qui ont été créées avec une aide de l'ADI sont toujours en activité après 2 ans. C'est bien plus que les niveaux de pérennité observés au niveau national sur la création d'entreprise. C'est souvent dans l'année que l'entreprise bascule. Voilà. Et ça montre bien que, d'une part, peu importe que ce public auquel on s'adresse soit des gens qui n'aient pas, encore une fois, un niveau d'études très poussé. 24% des personnes qu'on aide n'ont aucun diplôme, par exemple. Ça ne les empêche pas d'entreprendre et d'y arriver et d'avoir des entreprises qui tiennent dans la durée. Secteur technique, secteur manuel, secteur tout ouvert. Type de secteur. Je peux vous donner quelques exemples de personnes qu'on a financées récemment. J'ai en tête David, qui est à Paris, qui lui a créé une petite activité de team building qui propose aux entreprises autour d'activités sportives. Donc lui-même, il a eu un passé sportif. Et donc, il a investi dans un triporteur qui permet de déplacer tout son matériel, de se rendre sur place et de proposer des petites activités sportives. Donc voilà, activité de team building. Et il en vit, et c'est son emploi. Et tout à fait. J'ai en tête une autre personne en Vendée, pour passer sur Vous sortez de votre région, d'ailleurs. Je sors de ma région, je me le permets. En Vendée, qui a créé une activité
qui propose, avec des chèvres et des moutons, de les amener sur les espaces publics pour brouter les espaces verts. Brouter les espaces pour éviter verts. la tondeuse. Donc elle est passionnée des animaux depuis effectivement, toute puis ça petite. Elle nettoie voulait bien. faire quelque chose avec ça. Et puis voilà. Bon, beaucoup de personnes qui se lancent dans la restauration, dans le commerce. Et ça peut être un complément, juste pour qu'on soit bien dans la restauration, où il y a quand même le fonds de commerce, il y a quand même des investissements en termes de matériel, d'ustensiles. C'est un complément, l'ADI, qui peut venir s'additionner à d'autres aides? En principe, non. L'ADI intervient quand les banques ne peuvent pas intervenir. C'est ça, d'accord. Alors bon, parfois les porteurs de projets, les entrepreneurs ont un petit apport personnel à faire, ce qui n'est pas nécessaire, ce n'est pas une exigence qu'on impose, mais ça peut arriver. Mais on peut avoir des activités de restauration toutes simples. Là aussi, un exemple, Adir à Paris, qui, avec l'aide de sa famille, a monté une petite activité de snacking sur de la nourriture à emporter tunisienne. Et voilà, et c'est très simple, il n'y a pas besoin de très gros investissements pour trouver un local, pour le coup, pour s'installer. Ouais. Parlez-nous des jeunes pour terminer notre échange, parce qu'on parle beaucoup des jeunes sur ce plateau à travers des livres, à travers un jeune, une solution qui est notre partenaire. Les jeunes, c'est important parce que c'est souvent, on le voit notamment dans les quartiers, des jeunes qui veulent devenir chefs d'entreprise, mais ils n'ont pas les clés et le financement. Les jeunes, ça c'est un axe important pour l'ADI. C'est un axe très important. Les jeunes représentent 28% des personnes qu'on accompagne, donc c'est une part importante de notre public. Il faut savoir que 8 jeunes sur 10 expriment le souhait de créer ou de reprendre une entreprise. 8 sur 10, c'est énorme. Mais finalement, ils sont très peu à effectivement passer à l'acte et le faire parce qu'ils font face à certains freins. Alors, pas des freins de confiance en eux, pas des freins de cet ordre-là, mais des freins financiers. Ils n'ont pas les moyens financiers pour se lancer. Et puis, la difficulté, la complexité de la création d'entreprise. Enfin, l'image qu'on se fait, en tout cas, de la complexité. D'où l'importance de l'accompagnement et de l'accès au financement. Et pour cette partie-là d'accès au financement, à partir de la fin de cette année, on va être en capacité, à l'ADI, de distribuer des primes de 3 000 € pour soutenir tous ces jeunes qui vont créer leur entreprise. Les primes, c'est non remboursable. Ce sont des primes. Non remboursables. C'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce. C'est pas le financement qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, il y aura, si besoin, un microcrédit d'un montant qui est assez définir. Mais il y a des primes, et là, c'est du cash qui permet de... C'est un apport direct dans l'entreprise, non remboursable. Et on espère que ça va être un bon accélérateur, un bon coup de pouce. Un booster. Pour tous ces jeunes qui veulent entreprendre et qui, aujourd'hui, en sont empêchés. Vous, ça fait 15 ans que vous êtes engagé sur ce... Qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel? On vous sent totalement habité par ce sujet. C'est une satisfaction énorme parce que je fais un métier dans lequel on voit très très concrètement le résultat des efforts et des investissements qu'on apporte tous dans l'équipe. On est tous motivés par cette foi très très forte que l'entrepreneuriat, c'est une voie d'insertion qui marche, qui est efficace. Et on met toute notre énergie au quotidien à faire ça. Là, cette semaine, on a une semaine de ce qu'on appelle les rendez-vous de l'ADI, où on démultiplie les événements qu'on va organiser sur le terrain pour faire connaître l'entrepreneuriat comme une voie possible. C'est plus de 400 événements qui sont organisés toute la semaine à travers toute la France, en France et en Outre-mer. Cette semaine, allez sur le site de l'ADI, où que vous soyez, Outre-mer, territoire d'Outre-mer ou France, il y a un réseau ADI qui pourra vous accueillir, vous accompagner. Si vous avez une idée tout simplement de créer votre entreprise, vous avez cette idée depuis longtemps, mais on n'ose pas, l'ADI sera là aussi pour vous accompagner avec la passion qui habite tous ceux qui y travaillent, comme la passion de Grégoire Eholm. Vous êtes, vous, le directeur général de l'ADI, Île-de-France et Centre-Val de Loire, qui est une bien belle région. Merci d'être venu sur notre plateau, Grégoire. Vous avez vu l'affiche de cet événement de l'ADI toute la semaine, donc ça a démarré lundi et ça va aller jusqu'à vendredi. Portes ouvertes et main tendue à ceux qui rêvent de devenir entrepreneurs. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour terminer notre émission. Je serai là demain, évidemment. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe, à Rani aujourd'hui à la réalisation, Alexandre pour le son. Merci à Margot Ruot et à Fanny Griesmer de m'avoir accompagné évidemment aujourd'hui. Je serai là, portez-vous bien et restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.